Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans une affaire dramatique qui s'est déroulée en 2019 dans la ville de Naples, en Floride. Cet endroit, réputé pour ses somptueuses demeures, ses plages de sable fin et son ambiance luxueuse, a été le théâtre d'un crime à la fois tragique et profondément dérangeant. L'histoire met en scène Caroline, une mère aisée et influente, sa fille Sarah, jeune et pleine d'ambition, et Kevin, un sportif charismatique épris d'indépendance. Avant de commencer, si vous appréciez ce récit et mon travail, je vous invite à me soutenir avec un like et un abonnement, ça m'encouragera énormément à poursuivre. Caroline était une femme de 48 ans, grande, élégante, avec de longs cheveux blonds soigneusement entretenus. Elle était connue dans la région pour son flair en matière d'investissement immobilier. Elle possédait plusieurs complexes d'appartements et de petits hôtels à Naples, et elle aimait mettre sa réussite financière en avant lorsqu'elle organisait des événements caritatifs pour la communauté locale. Son style de vie, qu'elle qualifiait elle-même de parfaitement orchestré, comprenait une garde-robe toujours impeccable, une voiture haut de gamme et un réseau de contacts influents. En public, elle se montrait toujours souriante et généreuse, proposant son aide pour toutes sortes de causes sociales ou culturelles. Toutefois, en coulisses, elle était d'une nature extrêmement exigeante, surtout avec sa propre fille. Elle ne tolérait que la perfection autour d'elle et tentait de contrôler scrupuleusement chaque facette de son existence familiale. Sarah, âgée de 20 ans, était le fruit de l'union entre Caroline et un homme d'affaires, dont la fortune avait contribué à cet environnement luxueux, bien que cet homme ne fît plus partie de leur vie depuis longtemps. Sarah, avec ses cheveux châtain clair et son regard doux, s'était toujours sentie un peu en décalage dans cet univers d'opulence. Elle avait hérité de la détermination de sa mère, mais elle préférait nourrir une passion plus artistique. Après avoir fréquenté une prestigieuse école privée, elle s'était mise en tête d'étudier la photographie à l'Université de New York. Sa mère s'était montrée réticente à cette idée, craignant de la perdre dans la tumultueuse vie new-yorkaise. Sarah, à la fois docile et rêveuse, ne voulait plus se voir enfermée dans la sphère étouffante de Caroline. Elle espérait qu'en déménageant à des milliers de kilomètres, elle pourrait enfin s'épanouir loin du regard scrutateur de sa mère. Quant à Kevin, il avait 22 ans. C'était un jeune homme athlétique et sûr de lui, qui avait grandi dans une famille de la classe moyenne à Naples. Il travaillait comme entraîneur personnel et, pour arrondir ses fins de mois, faisait également du mannequinat dans des campagnes locales. Sarah l'avait rencontré lorsqu'elle réalisait un projet photographique en vue de développer son portfolio. Elle était tout de suite tombée sous le charme de son enthousiasme et de sa facilité à mettre les autres à l'aise. Kevin, de son côté, avait été impressionné par la sensibilité artistique de Sarah. Le fait qu'elle soit issue d'une famille aisée ne le perturbait pas, car il était déjà habitué à fréquenter une clientèle fortunée dans le cadre de son travail de coach sportif. Il avait rapidement introduit Sarah à son cercle d'amis, qui menait un style de vie beaucoup plus détendu et spontané que celui auquel elle était habituée. Au début, Caroline ne s'opposa pas franchement à cette relation. Elle avait même engagé Kevin comme entraîneur pendant quelques semaines, appréciant son sérieux et son savoir-faire. Mais, peu à peu, elle vit d'un mauvais œil le fait que ce jeune homme s'immisce aussi intimement dans le quotidien de sa fille. Les rares fois où Caroline essayait d'organiser des dîners ou de grands événements mondains, Sarah semblait moins motivée qu'avant pour s'y rendre. Elle préférait passer ses soirées avec Kevin, le suivre lors de ses shootings photos ou de ses compétitions sportives, ou simplement discuter avec lui de projets de voyage. Caroline, déjà sujette à des angoisses, commença à redouter que cet entraîneur personnel n'exerce une trop grande influence sur sa fille, jusqu'à lui faire oublier les sacrifices et les ambitions qu'elle-même avait toujours nourries pour la jeune femme. La situation empirait chaque semaine. Sarah et Kevin, après quelques mois de vie amoureuse épanouie, décidèrent de se fiancer. L'idée de s'installer bientôt à New York se dessinait sérieusement.
Kevin voulait poursuivre des opportunités de mannequinat et Sarah, impatiente de débuter ses études artistiques, ne rêvait que de l'exaltation qu'offrait la grande ville. Caroline s'alarma alors de ses projets conjoints. Elle redoutait un éloignement physique et affectif, craignant que sa fille ne refasse plus jamais le chemin inverse. Au fond, elle percevait Kevin comme un intrus venu bouleverser l'équilibre qu'elle avait construit patiemment autour de Sarah. Rien que l'évocation d'un possible mariage, suivi d'un départ pour une autre ville, déclenchait chez Caroline une panique incontrôlable, qu'elle justifiait par un sentiment de trahison et de mise à l'écart. Les proches qui la côtoyaient ne remarquaient toutefois que quelques signes d'énervement, car elle restait prudente dans l'expression de ses émotions négatives. Au moment de la découverte du crime, tout a commencé par un appel d'urgence émis depuis un parking privé, situé derrière une résidence cossue appartenant à Caroline. Un témoin anonyme, alerté par le bruit d'une altercation, puis d'un coup de feu, avait aussitôt prévenu les secours. Lorsque des passants accoururent sur les lieux, ils trouvèrent Kevin étendu au sol, souffrant d'une blessure par balle au niveau de la poitrine. Il était encore conscient, tentant vainement d'articuler quelques mots que personne n'arrivait clairement à saisir. Avant même que les ambulanciers n'arrivent, il avait sombré dans l'inconscience, pour ne plus jamais se réveiller. La nouvelle se répandit vite dans la petite communauté qui connaissait si bien Caroline et ses propriétés. Sur le site du drame, la police constata qu'il n'y avait aucune trace d'effraction ou de lutte prolongée. En revanche, la scène montrait quelques signes d'une confrontation vive et rapide. Une table en plastique renversée, des traces de pas confuses autour de la voiture de Caroline, et l'arme à feu, une arme de poing enregistrée au nom de la propriétaire du lieu. Les enquêteurs ne tardèrent pas à remonter jusqu'à Caroline pour recueillir son témoignage. Elle se trouvait sur place, comme tétanisée, incapable de formuler la moindre phrase cohérente. D'après le premier constat, c'était bien elle qui avait tiré. Les voisins les plus proches, intrigués par l'agitation, restèrent à distance, craignant d'interférer dans ce qui ressemblait déjà à une tragédie familiale de grande ampleur. L'équipe de police responsable de l'investigation se composait de 2 détectives chevronnés, reconnus pour leur sens de l'observation et leur expérience en résolution d'homicides liés à des conflits familiaux. L'un d'eux était un ancien officier fédéral, réputé pour sa rigueur méthodique. L'autre avait acquis une solide notoriété en recueillant des témoignages avec une empathie rare, ce qui l'aidait souvent à soutirer des informations cruciales aux proches des victimes comme des suspects. Ensemble, ils examinèrent d'abord les preuves matérielles. L'arme à feu de Caroline, légalement enregistrée depuis plusieurs années, les douilles retrouvées sur place, et la voiture de luxe appartenant à la propriétaire, à l'intérieur de laquelle fut découvert un étui à revolver. Les relevés d'empreintes et les premières analyses balistiques indiquèrent que la balle fatale provenait bien de l'arme de Caroline. De ce fait, la piste d'un autre tireur potentiel devint rapidement improbable. Toutefois, rien n'était simple quant aux motivations précises. Lors des premières interrogations, Caroline, sous le choc, prononçait des phrases confuses, se répétant qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal, qu'elle avait simplement paniqué en voyant Kevin s'accaparer Sarah. Les détectives, malgré le climat émotionnel intense, menèrent des entretiens avec la plus grande précision. Ils interrogèrent Sarah, qui était arrivée sur la scène du crime quelques minutes après l'appel d'urgence, incapable de réaliser que son fiancé gisait déjà mourant. Elle expliqua qu'elle avait donné rendez-vous à Kevin dans ce parking parce qu'ils devaient se rendre ensuite dans un petit restaurant voisin avant d'acheter ensemble des billets d'avion pour New York. Caroline était supposée être à une autre de ses propriétés, en train de régler des problèmes administratifs. Personne ne savait qu'elle se trouverait là à ce moment précis. Les détectives examinèrent ensuite les témoignages de plusieurs individus qui connaissaient le couple ou la famille. Certains soulignèrent la possessivité grandissante de Caroline. Ils l'avaient vue rabrouer Sarah en public, arguant que son choix de compagnon n'était pas digne de sa position sociale. D'autres indiquèrent que Caroline,
plus d'1 an auparavant, avait déjà mentionné son intention de protéger sa fille coûte que coûte. Selon eux, cette mère était prête à tout pour conserver son lien exclusif avec Sarah. Un proche de Caroline, qui préféra ne pas révéler son nom, raconta également que la quinquagénaire aurait plusieurs fois exprimé à demi-mot sa paranoïa. Elle accusait Kevin de manipuler la jeune femme ou d'être intéressé par la fortune familiale. Ces soupçons, peut-être injustifiés, avaient nourri sa jalousie. Au cours de leurs analyses, les enquêteurs découvrirent plusieurs pièces incriminantes dans le bureau personnel de Caroline, dont un carnet où elle notait ses humeurs et ses craintes. Elle y avait écrit des phrases alarmantes, telles que « Je ne peux pas la laisser partir, je refuse qu'elle m'abandonne » ou encore « Il est dangereux pour elle, je dois faire quelque chose ». Ces éléments, bien que sujets à interprétation, brossaient le portrait d'une femme tourmentée, obsédée par l'idée de perdre sa fille. Cependant, un autre aspect de l'affaire commençait aussi à se dessiner. Caroline était suivie depuis quelque temps par un psychiatre local pour une anxiété sévère, pouvant frôler la psychose dans certaines périodes de stress extrême. Elle avait, paraît-il, un traitement médicamenteux récent, et nul ne savait vraiment si elle l'avait suivi correctement. Cette piste ouvrait la porte à la question de son discernement lors du passage à l'acte. Les enquêteurs organisèrent des reconstitutions, s'efforçant d'imaginer le scénario exact du meurtre. D'après la position des douilles et les traces laissées près de la voiture, Kevin aurait été surpris par Caroline, puis aurait essayé de la calmer ou de la raisonner. Un coup de feu partit, atteignant le jeune homme en pleine poitrine. Les témoins ayant entendu l'altercation parlèrent d'une dispute qui venait d'éclater. On aurait distinctement entendu la voix de Caroline, plus forte et plus agressive que celle de Kevin, comme si elle essayait de dominer la conversation. La reconstitution s'acheva par la quasi-certitude que Caroline n'avait pas agi par simple accident. Il semblait y avoir eu confrontation et volonté délibérée d'éliminer celui qu'elle considérait comme un obstacle à son lien avec Sarah. Malgré tout, l'enquête se poursuivait sous plusieurs angles. Il fallait vérifier s'il n'existait pas d'autres mobiles, s'il n'y avait pas de complicité éventuelle et si Caroline n'avait pas, d'une manière ou d'une autre, été influencée par quelqu'un d'autre. Des proches, des voisins et même des employés des hôtels de Caroline furent convoqués pour éclaircir la personnalité de la propriétaire et ses relations passées avec Kevin. Un témoin, une ancienne cliente de l'entraîneur sportif, expliqua qu'elle avait assisté à une scène étonnante quelques semaines avant la tragédie. Caroline, visiblement contrariée, était venue interrompre une séance d'entraînement de Kevin en plein milieu d'un complexe résidentiel haut de gamme. Elle l'avait interpellé avec véhémence, répétant qu'il n'était pas assez bien pour Sarah et qu'elle serait prête à tout pour empêcher ce mariage. La scène avait laissé un goût amer chez la plupart des personnes présentes. Les soupçons convergèrent logiquement vers Caroline, désignée comme suspecte principale. Toutefois, durant les interrogatoires, elle oscillait entre des moments de rage quasi hystérique et des périodes de grande confusion, se plaignant de maux de tête ou de crises de larmes incontrôlables. Il fut décidé, au bout de plusieurs jours de garde à vue, de la soumettre à un examen psychiatrique poussé. Les experts invités par l'accusation menèrent une série d'entretiens avec elle, afin d'évaluer son état mental réel, tandis que les avocats de la défense, déjà contactés par la famille, préparaient un argumentaire soulignant une altération possible de ses facultés mentales. Dans le même temps, Sarah s'était murée dans le silence. Elle ne vivait plus dans la grande maison maternelle, préférant se réfugier chez une amie proche. Dévastée par la mort de Kevin, elle refusait de s'exprimer publiquement, mais collabora néanmoins avec les enquêteurs lorsqu'ils l'interrogèrent, expliquant la nature de la relation tendue avec sa mère et la crainte qu'elle ressentait parfois face au comportement de plus en plus instable de cette dernière. D'autres suspects furent brièvement envisagés. Par exemple, certains collaborateurs de Kevin, qui auraient pu lui en vouloir pour des raisons financières ou professionnelles. Mais chaque piste alternative s'effondra rapidement sous le poids des preuves et des témoignages accablants pour Caroline.
Les enquêteurs confirmèrent que, malgré des éventuelles rancœurs professionnelles, personne d'autre n'avait de raison solide, ni de moyens directs pour l'éliminer. Un indice capital fut découvert quelques semaines plus tard. Une caméra de surveillance appartenant au bâtiment voisin avait filmé, au moins partiellement, l'incident. On y voyait très nettement la silhouette de Caroline approcher celle de Kevin, puis une altercation gestuelle qui se terminait par un tir. L'image n'était pas d'une clarté parfaite, mais son contenu confirmait que ce n'était pas Kevin qui avait attaqué Caroline. L'élément visuel, authentifié par les experts techniques, constituait une preuve déterminante pour l'accusation. Lorsque le procès s'ouvrit, l'ambiance était aussi pesante que houleuse. L'opinion publique de Naples se déchirait entre ceux qui considéraient Caroline comme une mère possessive, mais surtout meurtrière, et ceux qui la voyaient comme une femme malade, psychologiquement atteinte et en proie à une angoisse irrésistible. L'accusation, représentée par un procureur réputé pour sa fermeté dans les affaires de crime familial, présenta un exposé initial glaçant, le portrait d'une femme obsédée par le contrôle, incapable d'accepter l'autonomie de sa fille, qui avait résolu son problème en supprimant l'obstacle. Les arguments se fondaient largement sur les preuves matérielles, les témoignages confirmant la rancœur nourrie envers Kevin, et surtout la vidéo partielle de l'incident. Le procureur n'hésita pas à souligner la préméditation possible, rappelant que Caroline conservait toujours son arme chargée dans sa voiture et que, selon plusieurs témoignages, elle parlait fréquemment d'éliminer ou de faire disparaître tout ce qui nuisait à sa relation fusionnelle avec Sarah. La défense, de son côté, mit en avant le passé psychiatrique de Caroline. Les avocats engagés par la famille plaidèrent qu'elle souffrait d'un trouble anxieux majeur, aggravé par un déséquilibre médicamenteux et une psychose grandissante. Pour eux, Caroline n'avait pas agi en pleine conscience. Ils soutenaient qu'elle était dans un état de panique et de confusion, croyant sincèrement devoir protéger Sarah d'une menace exagérée. Des médecins spécialisés vinrent témoigner de son état mental précaire, montrant que son jugement avait pu être altéré à des moments critiques. Ils apportèrent également des preuves écrites de prescription et d'ordonnance, démontrant que Caroline avait reçu un nouveau traitement peu de temps avant le crime et qu'elle n'avait pas suivi les dosages recommandés. Les avocats tentèrent ainsi de convaincre la Cour qu'il s'agissait d'un acte insensé commis par une personne malade, pas d'un meurtre calculé de sang-froid. Sarah fut appelée à la barre comme témoin clé. Le public retint son souffle lorsqu'elle avança d'un pas tremblant. D'une voix brisée, elle décrivit l'enfance sous l'emprise d'une mère ultra-protectrice, qui la coupait souvent du monde extérieur, nourrissant chez elle des angoisses et une dépendance affective maladive. Elle confirma la forte tension qui s'était installée dès qu'elle avait parlé de son projet de partir vivre à New York et d'épouser Kevin. Son témoignage, déchirant, s'avéra déterminant. Il soulignait l'instabilité de Caroline, mais également l'aspect intentionnel de son acte, car Sarah expliqua que sa mère l'avait menacée à plusieurs reprises de « faire payer tous ceux qui voulaient l'éloigner de moi ». Les jurés furent profondément secoués par la détresse de la jeune femme, perdue entre la culpabilité de voir sa mère poursuivie et le chagrin insoutenable d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Après des journées entières de débats, de réquisitoires enflammés et de démonstrations médico-légales, le procès toucha à son terme. Les arguments de la défense concernant l'altération de la responsabilité de Caroline furent partiellement retenus. Les experts reconnurent un trouble mental. Toutefois, l'accusation maintint que, malgré ce trouble, Caroline avait préparé son geste, ne serait-ce qu'en gardant son arme à portée de main. Les jurés durent statuer sur la culpabilité de cette femme complexe, à la fois mère aimante et implacable meurtrière. Le verdict tombé fit l'effet d'un coup de tonnerre. Caroline fut déclarée coupable d'homicide et condamnée à une longue peine de prison. Les plaidoyers pour l'envoyer en hôpital psychiatrique n'aboutirent pas, le tribunal considérant que les faits ne correspondaient pas aux critères d'irresponsabilité totale. Pour la plupart des observateurs présents,
C'était à la fois une conclusion logique et un drame pour cette famille. La suite de l'histoire fut marquée par de multiples conséquences pour les personnes impliquées. Sarah, déjà anéantie par la mort de Kevin, se retrouva également sous les projecteurs médiatiques, certains journalistes la voyant comme la pauvre jeune femme dont la mère avait détruit tout espoir de bonheur. Épuisée, elle décida de prendre ses distances avec Naples et de partir pour New York, comme elle et Kevin l'avaient envisagé. Là-bas, elle tenta de se reconstruire, s'inscrivant finalement dans une école de photographie, portant encore au fond d'elle un sentiment amer d'incompréhension et de tristesse. De son côté, Caroline fut incarcérée dans un établissement pénitentiaire de Floride, où elle commença un suivi psychologique plus intensif. Les rares nouvelles qui émanaient d'elle évoquaient une femme rongée par le remords, mais toujours perturbée. Certains affirmaient qu'elle avait fini par accepter la rupture définitive avec Sarah. D'autres soutenaient au contraire qu'elle restait dans le déni, s'imaginant qu'un jour, sa fille reviendrait pour lui pardonner. La communauté de Naples se remit difficilement de cette affaire retentissante. Les proches de Kevin, effondrés, organisèrent une cérémonie commémorative sur la plage où il aimait courir. Ils tinrent à mettre en lumière la gentillesse et l'enthousiasme du jeune homme, pour qui la vie était une aventure joyeuse et l'avenir un terrain d'exploration passionnant. Certains habitants, encore sous le choc, se rallièrent à des groupes de soutien psychologique, estimant que ce crime rappelait combien un drame familial pouvait éclater, même dans un cadre apparemment paisible et luxueux. Pour beaucoup, cette affaire fut la preuve que l'argent, la réputation et la réussite sociale ne garantissent en rien l'équilibre mental ou la sécurité affective. Après le verdict, la presse locale mentionna l'existence d'un lourd passé familial du côté de Caroline. Il semblerait que dans sa propre jeunesse, elle ait déjà souffert du comportement contrôlant d'une autre figure parentale. Cette lignée de relations toxiques se serait répétée de génération en génération, nourrissant chez Caroline la peur panique de la séparation et de l'abandon. Si cette explication ne justifiait en aucune manière son geste, elle apportait un éclairage supplémentaire sur l'engrenage psychologique qui l'avait conduite à franchir l'irréparable. Certains commentateurs notèrent également que la surcharge de travail et la pression de son train de vie luxueux n'avaient pu qu'aggraver un terrain psychique déjà vulnérable. Du point de vue judiciaire, on considéra tout de même que Caroline disposait d'assez de lucidité pour comprendre la nature de ses actes au moment fatidique. Elle avait surmonté ses scrupules au nom d'une obsession dévorante, garder Sarah auprès d'elle. Mais l'ironie la plus cruelle fut bien que la fille, loin d'être retenue, avait fui la ville, brisée par le chagrin et profondément traumatisée par la trahison maternelle. Au fil du temps, cette conclusion s'imposa comme le symbole d'une tragédie dans laquelle le but recherché par la criminelle engendrait précisément ce qu'elle redoutait, la perte totale de l'être aimé. Pour ma part, je trouve cette histoire particulièrement bouleversante. En tant que narratrice, j'ai encore du mal à imaginer que la peur de l'abandon ait pu mener à un crime si définitif. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas facile de plonger dans des drames aussi sombres, mais j'apprécie votre présence et votre intérêt. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres affaires ou approfondir votre connaissance des enquêtes criminelles, je vous invite à découvrir les vidéos qui s'affichent à la suite. De mon côté, je promets de continuer à partager avec vous d'autres histoires, en espérant qu'elles vous permettront aussi de réfléchir sur la complexité des relations humaines. Je vous remercie encore pour votre soutien et j'espère que nous pourrons nous retrouver bientôt pour une prochaine affaire. Prenez soin de vous et à très vite.